Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Sacha Houlié, député Renaissance de la Vienne et président de la Commission des lois. Bonjour Sacha Houlié. Bonjour. Deux grands moments attendus ce matin. La réforme des retraites d'un côté avec la rencontre à Matignon, Elisabeth Borne qui reçoit les syndicats. Il y a une question évidemment, est-ce qu'il va y avoir des portes qui vont claquer ou pas? Et puis évidemment aussi l'audition de Gérald Darmanin tout à l'heure à l'Assemblée. On va évoquer ces deux grandes questions avec vous, puisque vous êtes président de la Commission des lois à l'Assemblée. Et c'est vous qui justement sur l'audition de Gérald Darmanin allez mener les choses. D'abord, commençons tout de même par la rencontre qui est prévue aussi entre Elisabeth Borne et les syndicats. Dialogue de sourds ou vraie possibilité de discuter selon vous? Parce que si les retraites ne sont pas abordées, on claque la porte, ont prévenu les syndicats. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Notons quand même qu'il y a par rapport à quelques jours une évolution. Parce qu'il y a quelques jours, cette rencontre n'était pas prévue. On parlait pour certains d'entre nous, en tout cas pour certains des représentants syndicaux, de nommer un médiateur pour que le gouvernement et les organisations syndicales se retrouvent. Et qu'aujourd'hui, elle a lieu en intersyndical, avec un calendrier qui d'ailleurs est, enfin un agenda qui en tout cas est ouvert, pour lequel pourra être abordée la réforme des retraites. Persiste, il est évident, des désaccords, notamment sur la question du report de l'âge légal entre le gouvernement et les organisations syndicales, mais toutes ces questions vont être évoquées. Ensuite, d'autres questions ont été posées par les manifestants. La question de la pénibilité, la question des salaires, de la répartition de la richesse, du vieillissement. Donc toutes ces questions-là, elles pourront être évoquées avec la Première ministre, mais c'est un premier pas salutaire, et c'est un dialogue qui est renoué et qui, je pense, permettra d'aller vers la désescalade aussi sur les manifestations qui, depuis le 16 mars, sont désormais plus violentes. Ou alors, si justement ça se passe mal, ça peut être pire encore peut-être, non? Je pense que chacun aura à cœur l'esprit de responsabilité. J'ai entendu beaucoup de leaders syndicaux qui, certes, sont intransigeants sur des points, ils l'ont toujours été, il n'y a pas de raison d'être surpris sur cette question, mais qui aussi appellent à la responsabilité. Tous ont condamné les violences dans les manifestations. Tous ont regretté le dérapage du mouvement social après le 16 mars avec des faits et des actes qui finalement sont regrettables pour tout le monde parce que jusqu'à présent, les mobilisations massives s'étaient bien passées. Oui, Sacha Houlié, vous venez des rangs de la gauche et à l'automne dernier, vous plaidiez plutôt pour une réforme sur les retraites plus souple, sans se bloquer sur une mesure d'âge. Vous regrettez de ne pas avoir été entendu comme certains d'entre vous? La difficulté que nous avons, c'est que c'est une réforme budgétaire et qu'on a besoin d'argent, d'abord pour équilibrer les régimes, et ensuite pour mener des politiques publiques ambitieuses vis-à-vis des policiers, vis-à-vis des magistrats ou des professeurs. Et que c'est une mesure qui aurait amené à cotiser beaucoup plus, 45 années de cotisation, pour apporter les mêmes effets que la question de l'âge légal. Sachant que les marges n'existent plus, puisque comme l'a dit le président de la République, et c'est quelque chose que nous avons voté, nous avons utilisé les 26 milliards d'euros de la taxe sur les superprofits, que nous avons mis en œuvre. Nous avons utilisé 26 milliards d'euros de recettes pour déployer le bouclier tarifaire, pour protéger les Français de l'inflation, et notamment de l'inflation énergétique. C'est pas la même chose entre d'un côté les retraites et puis de l'autre les impôts et les budgets de fonctionnement. C'est pas la même chose, mais c'est la même caisse. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des comptes sociaux qui sont équilibrés par des cotisations de retraite, et puis vous avez le budget de l'État qui est équilibré par des impôts nouveaux. Et sur les ressources nouvelles que nous dégagerons, notamment par rapport au report de l'âge légal, eh bien, il y a des politiques publiques ambitieuses qui pourront être conduites et qui ne pouvaient plus l'être jusqu'à présent, précisément parce que nous avions épuisé les ressources. Sacha Houlié, la même caisse, c'est une forme d'interprétation. Ce n'est pas évident que le Conseil constitutionnel dise la même chose dans quelques jours, justement. Alors ça, vous me permettrez de pas m'immiscer dans l'analyse du Conseil constitutionnel. D'ailleurs, nous sommes dessaisis de cette question, puisque le gouvernement a proposé sa réforme, le Parlement l'a adoptée dans les circonstances que vous connaissez, et désormais c'est au juge de nous dire si tout cela est conforme à la Constitution, puisque c'est l'analyse dont il est saisi. Vous êtes confiant, vous? Vous avez des doutes? Vous avez des doutes? Non, mais écoutez, je ne vais pas présumer. Je vais pas présumer d'une décision du Conseil constitutionnel, ça c'est certain. Oui, bon, écoutez, on verra ça donc la semaine prochaine, c'est le 14 avril. Donc, autre grand moment attendu aujourd'hui aussi, à 9h, là tout à l'heure, c'est Gérald Darmanin qui va être entendu, auditionné sur la gestion du maintien de l'ordre. Déjà, est-ce qu'il a accepté assez facilement de se plier à cet exercice, le ministre de l'Intérieur? En réalité, c'est la commission des lois qui l'a invité, et si il l'avait refusé, on l'aurait convoqué. Dès le 16 mars, on s'est aperçu qu'il y avait des manifestations à Paris qui dégénéraient, avec des incendies volontaires de poubelles, avec ensuite des mouvements plus violents, à laquelle ont répondu
par ailleurs des policiers par certaines violences, légitimes ou illégitimes, c'est toute la question d'ailleurs, de savoir qu'est-ce qui était proportionné ou pas, nécessaire ou pas, et donc c'est le sens de cette audition. Ensuite, on a eu un second événement, l'événement de Sainte-Soline, qui est avec des radicaux, avec des organisateurs qui ont manqué à toutes leurs obligations en termes de déclaration de manifestation, en termes d'organisation des secours, avec des blessés graves chez les gendarmes, chez les manifestants. Et là encore, on a beaucoup de questions à poser au ministre de l'Intérieur sur la gestion du maintien de l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est responsable? Mais ça, il s'est expliqué déjà, plus ou moins. Oui, mais pas assez. Vous voyez, il y a une polémique permanente dans les médias, auprès de l'opinion publique. Nous sommes le Parlement. Nous avons parmi nos missions constitutionnelles le contrôle de l'action du gouvernement. Nous avons des questions précises à poser au ministre de l'Intérieur sur les questions de la gestion du maintien de l'ordre. Et je pense que c'est au Parlement de pouvoir faire ce travail de contrôle. Et je pense que c'est une façon de montrer que le Parlement fonctionne, comme la démocratie fonctionne également. Je crois que ce n'est pas un objectif partagé aujourd'hui, puisque certains ont décidé de mettre la pagaille en commission. Alors voilà, c'est ça, parce que c'est vous qui allez présider cette commission. Comment ça va se passer? Parce qu'il risque d'y avoir du sport, avec vos amis de la NUPS. Il est clair que c'est mon rôle. Un, de convoquer le ministre pour qu'il s'explique. Deux, d'organiser de façon impartiale un débat. Et trois, de tenter de dresser des pistes, de dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce que les violences commises, parce que l'État exerce le monopole de la violence légitime, est-ce que ces violences commises par les forces de l'ordre en réponse aux actes violents des manifestants ont été proportionnées, nécessaires, et si elles ne l'ont pas été, quelles sont les sanctions qui sont en face, mises en place par les instances de l'État? Pourquoi vous avez voulu l'auditionner? Parce que vous avez un doute justement sur cette gestion de l'ordre, sur cette violence légitime qui est allée peut-être trop loin ou pas? Alors d'abord, ce que l'on constate, c'est qu'il y a des violences qui sont extrêmement graves, des troubles graves à l'ordre public de la part des manifestants, et qui appellent une réponse qui parfois nécessite l'emploi de la violence. Ce qu'on a constaté, c'est qu'à Paris, et c'est le préfet de police de Paris qui l'a indiqué, il y avait certains actes qui constituaient des débordements. Qui, si elles ne sont pas endémiques, peuvent être qualifiées parfois de violences policières. Et donc, appellent des sanctions de la part de l'inspection générale de la police nationale, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Et donc, combien sont ces cas? On sait que ces violences ne sont pas endémiques, je le redis. Combien sont ces cas? Quelles sont les suites qui y sont données? Quelles conséquences pouvons-nous en tirer? Voilà. Et de la même façon, pour les événements de gestion de maintien de l'ordre, eh bien, nous avons à contrôler tous ces actes qui sont commis. Oui. Ça me semble sain pour notre démocratie et pour notre débat parlementaire. Vous attendez du ministre de l'Intérieur qu'il reconnaisse une responsabilité. Ce que j'attends du ministre de l'Intérieur, c'est qu'il nous dise d'abord quelle était la responsabilité des manifestants, quelle était la responsabilité des organisateurs, quelle était la responsabilité des policiers, et quelles sont les conséquences qu'il en tire pour les futures manifestations à venir. Parce que le mouvement social, tout comme les mouvements qui sont les mouvements des ZAD, qu'il a identifiés et pour lesquels une cellule a été mise en place par le ministère de l'Intérieur, ne vont malheureusement pas s'arrêter. Et donc on a besoin de s'organiser de façon durable, de façon pérenne et de façon sereine pour anticiper et déjouer ces plans. Quand on a 1000 éléments radicaux en France qui viennent de l'étranger, qui doivent être suivis par nos services de renseignement, il faut qu'on ait les moyens de les empêcher d'agir sur le territoire national. Et le tout, si possible, en évitant ou en limitant les actes violents pour les réprimer. Parce que le Conseil de l'Europe, par exemple, s'alarme d'un usage excessif de la force en France. C'est précisément ce que nous allons étudier. Je pense que d'abord, il y avait une réponse proportionnée nécessaire. Quand vous avez des gendarmes qui ont été obligés, à Sainte-Soline, d'utiliser plus de 5000 grenades lacrymogènes, 80 grenades de désencerclement, autant de tirs de lanceurs de balles de défense, dont 2 font l'objet d'ailleurs d'études puisqu'ils ont été tirés depuis des quads. Bon, le but c'est de dire qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, est-ce que c'était nécessaire et proportionné? Et ça, c'est la réponse qu'on attend. Et moi, mon but, c'est d'organiser ça dans un débat qui soit aussi calme que possible pour qu'on ait des réponses précises de la part du ministre. Oui. Il y a un autre sujet sensible aussi, c'est la gestion de la Bravem, cette brigade motorisée. Là aussi, même chose, cet après-midi, il va y avoir une audition. Qui est prévu. Il y a des pétitions qui ont été déposées sur le site de l'Assemblée. On va regarder ces pétitions, on va les examiner. Et s'il y a un vote favorable du Parlement, alors il y aura un rapporteur désigné pour étudier la pétition et pour lui donner ou non une suite, notamment sur la dissolution de la Bravem. C'est-à-dire Il y aura un vote pour savoir si oui ou non on examine au fond la dissolution de la Bravem qui est demandée par une pétition déposée par des sympathisants de la France Insoumise. Oui, de la France Insoumise, mais il n'y a pas que, il y en a d'autres qui s'interrogent sur ces brigades. Vous-même, vous vous interrogez sur ces brigades ?
Pas sur la nature même des brigades. Je pense que ça relève de l'organisation de la préfecture de police de Paris. En revanche, sur les actes dont ils peuvent être les auteurs, c'est effectivement des choses que l'on contrôle. Ça fait l'objet de déclarations, encore une fois, à nouveau du préfet de police de Paris. Et sur cette question, c'est naturel qu'on regarde si leur emploi, leur méthode, la façon dont ils sont intervenus pour rétablir l'ordre public à Paris a été exemple de tout reproche. C'est le rôle du Parlement à nouveau. Oui, est-ce qu'il faudrait revoir une grande loi peut-être sur le maintien de l'ordre en France, sur la gestion? Non, je crois pas, parce que ce qui s'est passé, c'est que d'abord, on a eu une loi d'orientation du ministère de l'Intérieur qui a été adoptée en novembre dernier et qui fait suite immédiatement à l'organisation du Beauvau de la sécurité. En revanche, les problèmes qu'on a identifiés dans le Beauvau de la sécurité, le manque d'encadrement des policiers, le manque de formation, les questions de manque de moyens également, on va pas les résoudre en claquant des doigts. C'est pas parce qu'on a vu ces problèmes au premier trimestre 2021, qu'on a mis des moyens au dernier trimestre 2022 sur la question, que tous ont disparu du jour au lendemain. En revanche, c'est bien de faire des points d'étape pour voir ce qui a progressé, ce qui a régressé, ou ce qui finalement n'a eu Parce aucun que effet. là, quand on regarde notamment de l'étranger ce qui se passe en France, on se dit on a un vrai problème, quoi. On a des fusillades à Marseille qui devient Chicago, même si c'est pas nouveau. On a ces problèmes à Sainte-Soline et puis d'autres, évidemment dans les rues de Paris, de Bordeaux, de Marseille, de Nantes qui continuent. Donc il y a quand même un souci. Il y a une chose qui est quand même notable sur ce sujet, c'est d'abord que partout il y a une réponse de l'État. Il y a une réponse de l'État pour le maintien de l'ordre, il y a une réponse de l'État à Marseille, notamment sur le harcèlement des points de deal, sur l'interpellation. À Marseille, on envoie une compagnie qui va évidemment assurer la sécurité pendant 10 jours et ensuite elle repartira. C'est ce qui se passe, c'est ce que disent et déplorent les habitants, quoi. J'étais en novembre aux côtés de la préfète de police de Marseille sur le pilonnage des points de deal et je peux vous assurer que ces 2 brigades de CRS qui sont déployées tous les jours dans tous les quartiers de Marseille pour harceler les dealers, pour maintenir la présence policière sur le terrain, pour empêcher la reconstitution des points de deal, pour démanteler tous les réseaux qui essaient de se constituer. C'est un travail de fourmi au quotidien qui produit ses effets, qui donne lieu à des saisines. C'est 300 policiers supplémentaires qui ont été affectés depuis 2 ans à Marseille pour ces opérations de police et pour le démantèlement ou le harcèlement des points de deal. Et ça commence à produire ses effets. Et souvent, lorsque on va déranger le petit milieu des trafiquants de drogue à Marseille, il y a des effets, il y a des fusillades, il y a des réactions extrêmement violentes par rapport à ça. Et malheureusement, c'est aussi un indicateur de notre efficacité dans le démantèlement de ces réseaux. Oui. Vous êtes un élu de la Vienne, dans la région donc où il y a eu Sainte-Soline. Est-ce que vous avez pris des nouvelles des 2 jeunes là, dans le coma du côté de Poitiers? Oui, alors c'est d'abord suivi au CHU de Poitiers, puisque les personnes sont hospitalisées au CHU de Poitiers. Et pour le coup, on a des éléments assez réguliers de l'État qui malheureusement est stationnaire pour ces manifestants. Si l'un des 2 venait à mourir, est-ce que ça pourrait avoir des conséquences dans la gestion justement des affaires et pour Gérald Darmanin lui-même? Il m'est interdit de spéculer sur l'état de santé de ce jeune homme. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que de toute façon, le fait qu'il soit déjà dans un état grave pose question. Et c'est d'ailleurs une des justifications de l'audition qu'on va conduire tout à l'heure. Oui. Un dernier mot, Sacha Houlié. Ça s'était un petit peu apaisé, forcément, parce qu'il y avait moins de débats à l'Assemblée nationale. Vous craignez que ça reparte de plus belle, les tensions? Je sais que c'est très inconfortable, mais moi je préfère qu'on ait ces débats, y compris virulents, parfois violents, à l'Assemblée nationale, plutôt qu'il ait lieu hors des murs et que finalement il nous échappe. Donc là encore, c'est une façon de représenter ce que nous sommes, la société, dans ses tourments, dans ses violences, dans ses polémiques et dans ce qui l'anime au plus profond. Donc c'est précisément la raison pour laquelle moi j'ai souhaité organiser cette audition, quand bien même je sais que elle peut ne pas être calme, et elle ne le sera certainement pas. Oui, vous savez qu'il y a eu cette élection le week-end dernier en Ariège. Vous venez des rangs socialistes. Vous avez applaudi alors cette victoire de la dissidente socialiste face à d'abord, j'ai été la surpris, candidate de la NUPS, non? J'ai été surpris que les seuls qui s'en désolent soient les socialistes. Voilà, quand on a une candidate socialiste qui est élue, c'est un peu triste. Par ailleurs, moi je ne cache pas mes convictions. Je préfère qu'une candidate de la gauche démocrate et républicaine soit élue plutôt qu'une candidate insoumise. Ça, c'est absolument certain. Et c'est
une des raisons pour laquelle j'ai salué l'élection de Madame Froger. Oui, pourquoi ? Parce que les Insoumis, avec tout ce qu'ils génèrent, ne sont pas suffisamment proches des valeurs républicaines que vous défendez. On a vu à différentes occasions, notamment sur la appréciation radicale de l'action de la police, si je peux l'appeler ainsi, en fait sur la remise en cause permanente de l'autorité de l'État. On a vu également sur le caractère démocratique de l'organisation. Je rappelle que Monsieur Bompard, lors de son élection, a dit que le vote n'était pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Voilà, c'est les termes tenus par les leaders aujourd'hui de la France insoumise. Eh bien, qu'on peut douter et des valeurs républicaines et des valeurs démocratiques de ce parti-là. Donc, c'est une difficulté. On tape sur le RN, mais finalement les moins républicains sont avant tout les Insoumis. Et je partage de ce point de vue-là l'analyse du ministre de l'Intérieur qui a été exprimée hier aux questions au gouvernement. Il y a chez les extrémistes des comportements antidémocratiques et antirépublicains qui sont les deux faces d'une même pièce. Et là, vous avez une crainte ce matin pour votre audition de Gérald Darmanin avec les Insoumis ? J'ai jamais de crainte, mais par contre, j'ai quelques préventions que je vais m'employer à lever. Bon, merci Sacha Houlié, député Renaissance de la Vienne et président de la commission des lois à l'Assemblée, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.